Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'État du monde. Comme à l'habitude, toujours en ma compagnie, Jocelyn à Montréal. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On attend les premières neiges bientôt, là. Certaines régions vont recevoir 15 à 30 centimètres. Alors, je C'est ce qu'on prie pour que ça ne soit pas à Montréal. c'est ce qu'on m'a raconté. Je vous dirai pas quelle température j'ai eu aujourd'hui, ce que j'ai fait de mon après-midi. Ce serait cruel, je pense. Euh, Bon, bon, ben écoute, cette semaine, on va avoir une première partie. On va aborder deux sujets, mais on a dans la deuxième partie, on a l'auteur Corim, en fait de la semaine dernière, parce que l'auteur Corim de la semaine qui s'en vient, c'est moi. Mais on a oui, déjà discuté de mon texte sur le conflit, dans le Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque ça peut signifier pour l'avenir des relations internationales dans la région, dans le sud du Caucase. Donc, l'auteur de la semaine dernière, le texte est toujours disponible sur le site du blog du Corim. D'ailleurs, je vais mettre les deux liens en description. C'est sur l'Inde, plus grande le rapprochement. démocratie la plus grande démocratie mondiale, hein, on l'oublie. Donc, l'Inde et son positionnement stratégique, espèce de rapprochement avec la Chine. Donc, on a l'auteur Corim de la semaine dernière qui va venir nous parler de cette question-là en deuxième partie. Mais dans la première partie, ben, on va revenir sur la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, qui, ma foi, n'est toujours pas réglée. Et puis, toi, tu vas nous parler de la montée en puissance du militarisme chinois qui construit des bateaux et des avions, ma foi, presque à la chaîne. Euh, Voilà. donc, tu vas nous parler de ça. Donc, moi, je vais commencer avec ben, c'est ça, la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis mais particulièrement l'opinion publique canadienne sur la question. Donc, vous vous souviendrez, il y a quelques mois, lorsque Justin Trudeau a démissionné, lorsque Mark Carney est devenu chef du Parti libéral, a remporté la dernière élection, c'était la question de l'urne, la nature des relations commerciales avec le Canada et les États-Unis. Et puis, si Mark Carney a remporté l'élection, c'est que ça a été aussi en quelque sorte la victoire d'un nationalisme canadien qui trouve ses fondements, puis ça, c'est important d'y revenir, qui trouve ses fondements dans un anti-américanisme un peu primaire. Et puis ça a contribué à mobiliser les gens. Et lorsqu'on parle de mobilisation politique, la conséquence de ça, c'est que lorsque les gens se mobilisent pour une cause X ou Y, ça fait en sorte que les gens sont prêts à accepter beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est le propre. Je ne dis pas que le Canada est un régime totalitaire, là, loin de là, mais c'est le propre d'un régime totalitaire d'être en mesure de mobiliser ses membres afin qu'ils soient en mesure d'accepter de faire de tous les sacrifices, jusqu'à aller au sacrifice le plus ultime, qui est de donner sa vie pour une cause idéologique X ou Y ou pour la nation. Par contre, la mobilisation peut aussi se faire à des fins, dans un contexte tout à fait démocratique, mais par le biais du nationalisme et qui va aussi amener les gens à accepter à faire des sacrifices matériels au nom de la survie de leur nation. Et puis, là-dessus, vous avez un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours. Et puis, je vous fais état des résultats. Euh, on demandait aux gens, êtes-vous d'accord ou en désaccord avec le constat suivant? Je suis prêt à accepter une croissance économique plus lente au Canada si cela signifie une plus grande indépendance économique envers les États-Unis. Entièrement d'accord, 31%. Plutôt d'accord, 40%. Incertain, 10%. Plutôt en désaccord, 11%, puis entièrement en désaccord, 8%. Donc, vous avez 71% des Canadiens, Hmm. on va dire trois quarts des Canadiens, qui sont d'accord d'accepter une croissance économique plus lente au Canada. Ça signifie une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis. Et vous avez essentiellement seulement un Canadien sur cinq qui lui, est pas en accord avec cette Hmm. affirmation-là. Donc ça, quand je parle de mobilisation,
C'est ça que ça signifie. Accepter de faire des sacrifices au nom d'une cause X ou Y. Je pense que vous en avez le constat qui est assez clair. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques mois pendant la dernière élection fédérale, c'était pas anecdotique parce que cette même volonté-là qui s'est exprimée dans les urnes le printemps dernier continue à se manifester aujourd'hui, malgré les pertes d'emplois là, que le Canada a connues depuis le début de la guerre Oui, commerciale, des entreprises canadiennes qui ont décidé de déménager aux États-Unis pour ne pas avoir à subir les frais de cette guerre-là. Donc, ce que ça montre, c'est que le sentiment de canadienneté est fortement associé à un anti-américanisme. Puis ça, il faut remonter un petit peu dans les années 50 ou 60 pour bien le comprendre, parce que historiquement, le Canada anglais, puis ça, c'est plus une question du Canada anglais, c'est moins connecté avec le Québec, mais pour le Canada anglais, historiquement, leur lien d'identification, à l'origine, c'était avec la couronne britannique. C'était avec oui, l'Empire britannique. Johnny MacDonald, George Brown, les pères fondateurs du Canadien anglais, de la Confédération en 1867, c'était des gens qui s'identifiaient uniquement comme des sujets de l'Empire britannique. Puis évidemment, après la fondation du Canada, la Première Guerre mondiale, le déploiement de l'armée canadienne en Europe pendant la Première Guerre mondiale, lentement mais sûrement, ça a entraîné un détachement de l'identité canadienne-anglaise, de la couronne britannique, jusqu'à ce que ça atteigne son paroxysme dans les années 50 ou 60, où là, où ce sentiment-là avait essentiellement disparu. Puis là, ça a amené à des gestes symboliques assez forts, comme le remplacement du drapeau bien, canadien pour le drapeau qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour les libéraux de Pearson à l'époque, ben, ou de Louis-Saint-Laurent de Pearson, c'était un processus normal d'émancipation psychologique de la couronne britannique. Mais pour des gens comme Diefenbaker, le chef du Parti conservateur de l'époque, c'était une tragédie, là. Et la question qui était posée à l'époque, c'est si on cesse de s'identifier comme étant des sujets britanniques, de quelle façon est-ce qu'on va s'identifier? C'est bien beau de dire maintenant on est Canadien, mais ça signifie quoi être Canadien si ça ne veut plus dire être sujet britannique? Et le fait est, c'est qu'est-ce qui va nous différencier des États-Unis, où ça parle la même langue, c'est à peu près essentiellement la même culture, les mêmes fondements religieux. Donc, sur le plan linguistique, culturel, il n'y a absolument rien qui différencie le Canada anglais des États-Unis. Donc, il fallait qu'il y ait un ersatz, quelque chose pour remplacer le sentiment de canadienneté associé à la couronne britannique, qui était maintenant disparu, et l'associer à quelque chose d'autre, mais qui allait être différent, qu'elle allait être en mesure de permettre aux Canadiens anglais de pouvoir s'affirmer, d'affirmer leur identité distincte, très unique. Puis inévitablement, ben, ça a été en le faisant par le biais d'un anti-américanisme qui a aussi entraîné des conséquences sur les politiques publiques canadiennes. Parce que si les États-Unis, c'est une société très à droite, très libérale, où il y a beaucoup de désengagement de l'État, ben, la façon pour le Canada anglais de s'identifier, de se doter son identité unique, ça a été en faisant l'inverse en matière de politique publique, développer des politiques très généreuses, très à gauche, donc l'assurance maladie, par exemple. Tommy Douglas, dans un sondage, là, il y a à peu près une vingtaine d'années qui avait été fait par CBC, il avait été déclaré, ça a été le plus grand Canadien de l'histoire. Tommy mhm, Douglas, qui a inventé le principe là, de l'assurance maladie. Donc c'est ça, cet anti-américanisme-là, c'est répercuté sur la mise en place de politiques sociales qui étaient diamétralement opposées à celles qu'on retrouvait aux États-Unis. Et puis, ben, ça, c'est pas mort, ce sentiment-là. Là. Faut pas le négliger. Puis, je pense que Mark Carney a été assez brillant. Les libéraux ont été assez brillants là, lors de la dernière élection pour bien comprendre cette situation-là, ce fait-là. Et puis, les conservateurs aussi. Mais le fait est que ils ne pouvaient pas s'opposer aux libéraux sur cette question-là. Donc, c'est ce qui explique en partie pourquoi Pierre Poilievre voulait se dissocier du discours libéral, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas parce qu'il devait aussi adopter une posture anti-américaine, parce qu'il savait très bien que s'il n'allait pas agir de la sorte, il allait se couper l'herbe sous le pied lui-même, parce que vous le mhm. voyez vous-même, là, vous avez un Canadien sur cinq
qui, lui, n'est pas d'accord là, d'accepter un ralentissement de la croissance économique au nom de cet idéal national-là. Donc, la mobilisation dans le Canada anglais est extrêmement forte. Et puis, ben, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas demain la veille que le litige commercial avec les États-Unis va se régler. On peut certes mettre la faute sur Donald Trump en disant qu'il est entêté, qu'il ne veut rien comprendre, qu'il ne veut rien céder. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que de l'autre côté de la frontière, au Canada, il y a aussi la même volonté de ne pas céder. Mhm. Et puis, cette volonté-là, c'est une volonté de mobilisation nationaliste, d'identification du Canada anglais. Donc, voilà, je trouvais. Je me demande, Jean-François, je me demande si la question avait été posée plus durement. C'est-à-dire, si je me souviens bien du libellé de ce que tu nous as dit, êtes-vous prêt à accepter un certain Ouais. ralentissement? Ben, je relis Vas-y. le concept. Je suis prêt à accepter une croissance économique plus lente au Canada si cela signifie une plus grande indépendance économique envers les États-Unis. Mais tu sais, si on avait dit, on avait utilisé des mots comme croissance économique plus lente, chômage, Ah oui, délocalisation, euh, tu vois, oui, oui. des termes qui sont réels. On n'essaie pas de faire Hmm. peur aux gens. On dit le chômage va augmenter. Les industries, certaines industries seront délocalisées aux États-Unis. Il y aura des Et pertes là, d'emploi. Ouais, et là, la question est plus dure ouais, et peut-être que face à ça, tu n'aurais peut-être pas eu un 71%. Tu aurais peut-être eu 40 ou 50% parce que là, les gens y pensent et ça les frappe directement. Et c'est sûr. contrairement à une question soft Mais, sur un ralentissement de la croissance économique, tu sais, ouais. les gens ne Mais voient pas qu'ils perdent leur emploi, là. un sondeur, un politologue dirait ta question, elle serait biaisée. Parce qu'elle serait Ben, en fait, elle serait orientée. Tandis que la question qui a été posée par le sondage, c'était Abacus. Le libellé est quand même neutre, et puis bon, évidemment, ça laisse place à l'interprétation de la part des ben oui, citoyens, mais on se dit, ouais. ralentissement économique, on s'entend qu'il va y avoir des pertes d'emploi, puis la croissance, elle va diminuer, hein. Donc, En tout cas, le libellé de la question repose sur l'intelligence du citoyen moyen qui, oui, c'est sûr. en lisant le libellé, devrait réaliser qu'il pourra y avoir des conséquences négatives comme celles dont tu as fait mention. Ouais. Donc, c'est ça le secret d'une bonne question, c'est qu'elle soit la plus objective possible, qu'elle ne soit pas orientée ou biaisée, parce que là, Mhm. évidemment, ça viendrait affecter les résultats. Mais, euh, mais c'est ça, mais de l'autre côté, d'autres questions ont aussi été posées dans le sondage. Et puis, par exemple, une autre question, selon vous, Mark Carney devrait-il privilégier de nouveaux partenariats commerciaux ou renforcer la relation commerciale avec les États-Unis? Puis inévitablement, les gens, très majoritairement, veulent ouvrir des nouveaux, des nouvelles Des relations nouveaux marchés. commerciales avec l'Europe en Oui, particulier. Mais on en a oui. déjà discuté dans des émissions précédentes. C'est pas demain la veille là, que Ah les non, marchés en Grande-Bretagne puis c'est en pas France possible. vont s'ouvrir, là. C'est des questions, c'est minimalement une bonne décennie avant qu'on commence à voir C'est un- un début de quelque chose, là. le commerce international du Canada, c'est comme un paquebot, là. Ah oui, On va pas virer ça sur un 10 cents, là, non, comme on dit, c'est c'est pas possible. c'est ça. Et puis, au-delà des politiques publiques qui pourraient être adoptées justement pour convaincre les gens d'affaires de s'ouvrir vers les marchés extérieurs, à mon avis, il y a une question qu'on aborde peu, c'est la psychologie des Canadiens et de nos gens d'affaires qui se sont installés dans une relation très confortable avec les États-Unis au cours des années. Et c'est difficile à changer ce mode opératoire-là. Ah oui, T'as beau dire les États-Unis nous crachent dessus, puis répondre au sondage que tu veux que ça change, ben c'est toi qui es un agent de changement. Et comment convaincre
comment le gouvernement peut convaincre les gens d'affaires et les Canadiens d'être des agents Mm. de changement dans leur propre comportement et dire, OK, je vais risquer d'aller en Indonésie pour voir si chez ces 300 millions de personnes qui est en train de devenir la septième économie mondiale, si on ne peut pas faire quelque chose. La démarche est Mm. énorme, à mon avis. Ah oui, oui, oui. Mais voilà, ben, Voilà. mais sur la question du nationalisme canadien, je vais le mettre à l'écran. Je pense qu'il y a deux livres que les gens qui s'intéressent à cette question-là, je pense qu'il y a deux livres que vous devriez lire. Le premier, c'est celui de George Grant, qui est un livre très, très, très célèbre. C'est Lament for a Nation. Puis Ouais. lui, justement, c'est lamentation sur la mort d'une nation. Lui, c'était si on n'est plus le Canada n'est plus associé à la couronne britannique, ben on va disparaître. C'est la fin de tout. Donc, son livre, c'est ça, Lamentation sur la fin d'une nation. Et puis ben, un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, en 2014, je pense que c'était mon premier livre, Sur euh, l'identité. c'est ça, c'est Affirmation identitaire du Canada aux éditions Athéna, malheureusement, qui est en rupture de stock parce que je pense que la maison, l'éditeur a fermé boutique il y a quelques années, mais c'est un livre que vous pourriez quand même trouver dans des bibliothèques. Donc, je reviens, je fais un rappel historique de ce grand débat-là et des lamentations de George Grant dans les années 50 et 60 et de quelle façon le nationalisme canadien s'est réorienté d'une identification envers la couronne britannique à une orientation très, très anti-américaine. Donc, pour mieux comprendre peut-être Donc, ce qu'on vient de discuter, dans ces deux livres qui méritent là, d'être lus. ton positionnement, c'était surtout sur la politique étrangère canadienne, si je me souviens bien, et les casques bleus comme incarnation d'une nouvelle identité canadienne sur la scène internationale. Oui, et Casque bleu aussi, qui était une invention de Pearson, mais aussi qui Ouais. était à l'opposé de ce que les Américains font. Les Ah, tout à Américains, c'est fait. intervention unilatérale de l'armée américaine. Et l'idée, c'est, ben, nous, on va faire quelque chose de différent. Donc, ça Ouais, va être une approche multilatérale. Puis les soldats qu'on va envoyer, ben, ils vont être désarmés. Ils vont ouais, avoir un gros casque bleu sur la tête, puis ils vont être des cibles faciles. Donc, nous, on va être un agent impérialiste par le biais de l'envoi de troupes à l'étranger. Nous, on va être un agent de concertation, de dialogue ouais. et de paix. Voilà, mon cher. Voilà, donc parle-nous Je vais- de la Chine, de la montée alors, en puissance militaire de Pékin. voilà, je vous parle de ça parce que cette semaine, la Chine a lancé son troisième porte-avions, ce qui n'est pas rien quand même, parce que ceux qui ont des porte-avions comme la Grande-Bretagne et la France n'en ont qu'un seul, et il y en a un deuxième en construction, dans le cas de la France, en tout cas. Et donc, la Chine poursuit sa montée en puissance. Et avant de parler du porte-avions, laissez-moi vous donner quelques chiffres là-dessus. Euh, En l'an 2000, le budget militaire chinois était le sixième au monde à hauteur de 22 milliards de dollars. Ça, c'est il y a 25 ans. Aujourd'hui, le budget militaire chinois est le deuxième au monde avec 471 milliards de dollars, donc la moitié du budget américain. Ça, c'est pour les dépenses militaires. En ce qui concerne maintenant les exportations d'armes, parce que la Chine devient aussi un producteur et un exportateur d'armes, en 2000, elle était huitième et aujourd'hui, la Chine est quatrième après les États-Unis, la France et la Russie. Donc, on voit juste avec les chiffres cette montée en puissance des Chinois. Et évidemment, la nouvelle sur le troisième porte-avions chinois, qui n'est pas un porte-avions à propulsion nucléaire, mais à propulsion conventionnelle, si on peut utiliser ce mot. Donc, ils sont encore en retard là-dessus sur les Américains qui, eux, ont 11 porte-avions, dont plusieurs sont à propulsion nucléaire. Mais la Chine monte en puissance et ça inquiète évidemment les Américains qui, eux, aiment bien dominer les choses.
Et il faut dire que sur les mers, les Américains dominent entièrement. Non seulement ils ont 11 porte-avions, mais ils sont en mesure de se projeter partout sur la planète. Et j'allais dire même sur la Lune et sur Mars dans pas longtemps. Alors que c'est pas le cas des autres grandes puissances, malgré le fait, par exemple, que la Chine a une base militaire à Djibouti, en Afrique, C'est une seule. c'est à une seule. Oui. Alors, ils commencent à marauder le Cambodge et d'autres pays, le Pakistan en particulier, pour avoir des installations militaires permanentes. Mais là encore, les Américains, sur les bases militaires, Ah, dépassent largement ils sont les partout. Chinois. Ah oui. Ils sont partout. Ils ont des bases et des points d'appui dans 120 ou 130 pays dans le monde. Ils ont divisé le monde en régions militaires avec des commandements particuliers qui ont des quartiers généraux sur tous les continents, sauf sur l'Afrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont un AFRICOM, mais celui-ci est basé, je crois que c'est à Munich ou dans une autre ville allemande, et Hmm. parce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique qui a accepté d'accueillir le commandement militaire américain. Alors, c'est peut-être la faute des Russes encore, on ne sait jamais. Des- Donc, ou des changements climatiques, tant ou qu'à des faire. changements climatiques, ou ils ne veulent pas être en Afrique. Alors, et donc, les Chinois montent en grade, tout ça dans une stratégie évidemment visant à devenir une puissance au pair avec les États-Unis, et ce d'ici, je crois, 2049, c'est-à-dire au moment de la célébration du Du centième centième anniversaire anniversaire. de la révolution chinoise. Alors, c'est une chose qu'on va suivre, n'est-ce pas? Parce que cette montée en puissance, bien sûr, inquiète les Américains, mais inquiète aussi de nombreux Asiatiques. Et les Européens se demandent s'ils ne devraient pas être un peu plus présents dans le Pacifique, dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique aujourd'hui. Donc, voilà une petite information Hmm. qui vous est lancée pour une réflexion de fin de semaine. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact dans les guerres du futur, des grands porte-avions, des grandes flottes? Moi, je euh, me pose toujours la question à savoir si justement ces porte-avions-là n'ont pas des talons d'Achille, parce qu'avec la construction de missiles hypersoniques, est-ce que ça ne devient pas dangereux de construire des porte-avions qui coûtent des milliards ah de oui, dollars, qui transportent des milliers de personnes, ainsi que 50, 60, 70 avions de combat, euh, avec bien sûr tout toute un une, appareillage. Il y a puis une toute- flotte autour de c'est ça, ça, toute là. la flottille autour. Parce que je veux dire, C'est une ville il y a le porte-avions qui est dans le qui est milieu, puis une ville. c'est ça. Puis vous avez les sous-marins qui les accompagnent, puis vous avez Mhm. les navires autour, les ravitailleurs, mais aussi les frégates ou les destroyers destinés à le défendre. Donc, ça devient très lourd pour une grande puissance Mhm. de maintenir ça. Et on peut se poser la question sur la fragilité de tout. C'est ça. Parce que, tu sais, bon, comme tu expliques, cette flottille-là qui est autour du porte-avions, ben, c'est essentiellement pour empêcher un sous-marin ennemi de pouvoir s'approcher puis couler le Voilà, porte-avions. voilà. Mais c'est ça, avec un missile hypersonique qui ne sont pas interceptables par aucun système de En tout défense cas, antiaérienne, le porte-avions, il est vulnérable, là. Ça ne sert à rien d'avoir très. cette flottille-là tout autour s'il peut se faire détruire par un missile Et, comme celui-là. et le coût-bénéfice, Ah oui. excuse-moi, mais un missile, c'est de quelques millions de dollars, alors Toute cette que flottille-là avec la ville flottante, des c'est des milliards, milliards, avec des milliards. des milliers de vies de marins. Voilà. Euh, non, c'est ça. Puis la même chose pour l'aviation, hein, parce que si vous regardez dans le ciel ukrainien, il n'y a plus d'avions Ouais. qui volent dans le ciel. Oui, il y a des F-16, il y a des Sukhoi russes, mais c'est pas ça qui fait la différence. Non. Même chose pour les chars d'assaut.
qui se font détruire par des drones qui coûtent quelques centaines de ouais, dollars. Donc, je pense que c'est ça. On est encore à se poser la question, les guerres de demain vont ressembler à quoi? Quel genre d'équipements vont être nécessaires? Puis là, ben, vous avez le budget Carney qui annonce à la fois des coupures dans la fonction publique, mais des investissements plus massifs dans la défense des forces armées canadiennes. Mais c'est ça, la question, c'est bien beau de dépenser des milliards de dollars comme ça, là, mais ouais, encore faut-il que vous achetiez de l'équipement ou que vous misiez sur de la recherche et développement d'armes, de matériel qui vont réellement faire une différence dans les guerres de ouais, demain. S'il doit y avoir une grande guerre demain ou après-demain, mais c'est ça, j'ai ouais, l'impression que un peu partout dans le monde, dans le complexe militaro-industriel et politique, j'ai l'impression que cette réflexion-là n'est pas, ben, elle est entamée depuis 3 ans avec évidemment ce qui se passe en Ukraine, mais je pense qu'on est simplement au tout début du questionnement, puis on ouais. est loin d'avoir trouvé les réponses à ces Alors, questions-là, là. on essaiera de faire une émission là-dessus sur les guerres de demain et de Ouais, trouver les bons spécialistes. exactement. Oui, c'est une bonne idée. OK. Bon, ben, on va interrompre l'épisode pendant quelques secondes parce qu'on va passer à la deuxième partie avec l'auteur Corim de la semaine dernière qui va nous parler de l'Inde et de son rapprochement avec la Chine. Donc, restez avec nous, on revient dans quelques secondes. Alors, voici, nous sommes de retour à l'émission. Dans cette deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir Barthélemy Courmont, qui est professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste des questions asiatiques, en particulier de la Chine et de l'Inde. D'ailleurs, il signe en ligne sur le site du Corim, sur le blog du Corim, un texte sur le rapprochement entre la Chine et l'Inde, dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines et qui peut-être ouvre une porte à des changements ou en tout cas à quelque chose d'intéressant sur les relations internationales. Donc, bonjour Barthélemy, Bonjour. merci de t'être joint à nous. Pourrais-tu nous présenter en 3, 4 minutes la thèse que tu développes dans l'article en ligne sur le site du Corinne? Bien, merci beaucoup Jocelyn, merci Jean-François pour cette invitation. Effectivement, ce texte fait suite à une rencontre qui a été largement commentée dans l'actualité internationale, une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi. C'était à Tianjin, en Chine, le 30 août dernier. Cette visite est importante, ce n'est évidemment pas la première entre les deux hommes d'État, mais elle est importante en ce qu'elle a confirmé une tendance que nous observons depuis maintenant au moins quelques mois, et j'ai presque envie de dire déjà quelques années, mais euh, on y reviendra, mais au cours des derniers mois, les premiers mois du mandat de M. Trump aux États-Unis ont renforcé un petit peu cette tendance, en l'occurrence ce qu'on peut qualifier de rapprochement entre l'Inde et la Chine, rapprochement autour des fameuses guerres commerciales de Donald Trump d'une part, mais un rapprochement aussi et surtout autour de valeurs convergentes ou d'une vision convergente des relations internationales contemporaines et futures. Et c'est ce qui me semble beaucoup plus important à retenir de cette visite. Donc peut-être laisser un petit peu de côté ce contexte qui est celui des guerres commerciales de Donald Trump et voir comment est-ce que l'Inde et la Chine peuvent ou pas, puisque c'est aussi une idée que je développe dans mon texte, se retrouver autour d'objectifs et de convergence dans les prochaines années, hein, sachant que les deux pays font face à de très très importants défis et que sans être en mesure de surmonter ces défis, eh bien, ces convergences pourraient ne mener qu'à l'apparition d'une compétition ou d'une rivalité future. Très bien. Dis-moi, quand il y a eu cette rencontre, on a eu l'impression qu'il y a eu toute une mise en scène pour bien marquer que Modi non seulement effectuait sa première visite en Chine, je crois, depuis 7 ans, mais qu'il était copain-copain avec le président Xi
et avec Vladimir Poutine, qui était aussi présent lors de cette rencontre. J'ai l'impression que les chorégraphes de cette rencontre se sont arrangés pour que les photographes du monde entier saisissent bien les trois leaders ensemble, se serrant la main, rigolant ensemble. Tout est dans ce genre de posture-là en relations internationales. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord, hein, la mise en scène de cette rencontre est extrêmement importante. Si on prend côté chinois, puisqu'elle se déroulait, cette rencontre à Tianjin en Chine, on comprend l'intérêt pour Xi Jinping, après avoir également mis en scène différentes rencontres avec Vladimir Poutine au cours des Oui. dernières années. On comprend, et puis on peut même ajouter à cela d'ailleurs les différents sommets que la Chine a organisés, dans lesquels un nombre important de chefs d'État ont pu participer, avec là aussi une mise en scène assez grandiloquente. Et je passe bien évidemment sur les défilés, je passe sur le côté un petit peu grandiose de ces réceptions. Mais on retrouve un petit peu la même tendance que vis-à-vis de Vladimir Poutine, à savoir que la Chine, de manière très opportuniste et je dirais très intelligente, va capitaliser sur des États qui se retrouvent, pour des raisons différentes, euh, sinon marginalisés, en tout cas montrés du doigt par les puissances occidentales. Mhm. Et on a vu très clairement la Chine profiter de l'isolement de la Russie vis-à-vis de l'Occident, Ouais. depuis en particulier la guerre en Ukraine, pour mettre en scène ce rapprochement qui s'est notamment traduit par des communiqués communs très lourds de sens entre Vladimir Poutine et Xi Jinping sur des convergences autour de la nécessité de désoccidentaliser les relations internationales. Mhm. C'est apparu à plusieurs reprises. Là, on retrouve un petit peu la même chose. Côté indien, on sait qu'il y a là aussi, depuis le début de la guerre en Ukraine, de très fortes pressions occidentales sur Narendra Modi pour qu'il sanctionne la Russie. Je rappelle que l'Inde ne sanctionne pas la Russie, Ouais. hein, et donc des Ouais. pressions occidentales en ce sens. Et puis, on voit également des pressions de la part de l'Occident sur le fait de ne pas, je dirais, utiliser à son avantage cet isolement russe, notamment en achetant du gaz et du pétrole à Moscou, qui est ensuite revendu aux pays occidentaux avec des bénéfices à la clé. Donc ça, c'est depuis déjà 3 ans, plus de 3 ans même maintenant, un reproche de plus en plus prononcé que les pays occidentaux adressent à l'égard de l'Inde. Et l'Inde répond de manière assez ferme à ces demandes, notamment en indiquant qu'il n'y a pas de raison particulière pour l'Inde de se mêler d'une guerre qui ne la concerne pas. Hein, moi, Ouais. c'est à titre personnel des bruits que j'ai entendus de la part de représentants indiens, mais également d'universitaires, de chercheurs indiens qui disent ce n'est pas notre guerre, cela ne nous concerne pas et nous n'avons donc pas nécessairement vocation à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Et puis par ailleurs, de manière encore plus brutale vis-à-vis de l'Occident, de rappeler que pendant la guerre froide, le principal soutien à New Delhi, c'était Moscou, c'était pas Ah oui. Washington. Et donc, c'est un moyen de dire, attention, nous, on n'a pas la mémoire courte, et donc, on ne va pas non plus lâcher les Russes, simplement parce que vous nous demandez de le faire, autour, encore une fois, de raisons qui ne nous concernent Mhm. pas. Et Mhm. puis, le ton s'est un petit peu aggravé au cours des derniers mois, puisqu'on a vu, en marge de ces guerres commerciales, Donald Trump s'en prendre de manière agressive à l'Inde. Et l'Inde, comme la Chine d'ailleurs, a décidé de ne pas courber les Chines. Hein, contrairement à d'autres pays qui sont entrés dans des négociations avec les États-Unis, souvent à leur désavantage, eh bien l'Inde s'est montrée là aussi très ferme. Et donc tous les éléments étaient faits pour que côté indien aussi, on mette en scène une telle rencontre. Alors cette rencontre, attention, elle ne masque pas, mais on va sans doute y revenir, Ouais. les ressentis que les Indiens et les Chinois peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres. Donc, on n'est pas non plus dans un rapprochement tel qu'il a été présenté, puisque cela me semble être un terme peut-être un peu excessif. Cependant, on a effectivement mis en scène côté indien une forme de souveraineté de New Delhi Mhm. vis-à-vis du monde occidental, qui consiste à dire bah, vous voulez nous faire la leçon, eh bien c'est pas grave, nous avons d'autres partenaires et nous sommes tout à fait capables de nous entendre avec eux. Donc Mhm. là aussi, effectivement, côté indien, on a pu voir la volonté de s'appuyer sur cette rencontre
pour vraiment affirmer cette indépendance vis-à-vis du monde occidental. Mhm. C'est d'une certaine façon la mise en œuvre de la politique de multi-alignement, finalement, que les Indiens ont adopté. Ils sont partis du non-alignement au multi-alignement. Et pour rebondir sur ce que tu disais à propos de l'Inde qui dit aux Occidentaux, c'est pas notre guerre, il faut se rappeler que le ministre indien des Affaires étrangères a dit aux Européens, c'est pas, les problèmes des Européens ne sont pas nécessairement les problèmes du monde. Et donc, nous, on a les relations que nous avons parce que nous sommes un pays indépendant et multi-aligné. Euh, je veux revenir sur cette idée de désoccidentalisation. Est-ce qu'elle est très sérieuse du côté de l'Inde? Parce que, après tout, l'Inde est membre du Quad. Donc, cette association entre l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie, et ça engage d'une certaine façon l'Inde du côté occidental et ça peut braquer les Chinois. Comment tu vois cette relation pratiquement triangulaire? Elle est même, je dirais, plus que triangulaire, hein, et Hmm. tu as eu raison de nommer cette stratégie indienne qui est celle du multi-alignement. Alors, au Quad, qui implique, au-delà d'ailleurs de ce partenariat à quatre voies, des partenariats bilatéraux que Ouais, l'Inde va engager avec plusieurs pays occidentaux, à la fois membres du Quad et d'autres, hein, c'est notamment le cas de la France, qui ouais. s'est considérablement rapprochée d'un point de vue stratégique de l'Inde en marge de la stratégie indo-pacifique formulée par les deux pays. Et on peut considérer, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a une convergence entre l'Inde et la plupart des pays occidentaux impliqués dans cette région. Je pense à l'Australie, je pense au Japon aussi, hein, qui n'est pas occidental, mais qui l'est d'une certaine manière. Bien sûr, les États-Unis et des pays européens. On retrouve quand même cette convergence autour de l'idée selon laquelle la Chine est un problème potentiel. Hein, pas nécessairement un risque, une menace, mais en tout cas un problème potentiel. Et donc, Mhm. les partenariats vont permettre de se prémunir face à une montée en puissance, peut-être jugée parfois trop encombrante de la Chine. Mhm. Ça se retrouve également, cette volonté de ne pas tourner de manière, je dirais, définitive le dos aux puissances occidentales côté indien, ça se retrouve dans le statut politique de l'Inde, qui est une Ouais. démocratie et qui surtout, au-delà de la réalité de la démocratie indienne, dont on peut évidemment discuter très longuement, s'affiche avec fierté comme la première démocratie au monde de par sa population. Et évidemment, sur ce point, l'Inde bénéficie d'une image, sinon positive, au moins bien meilleure que celle de la Chine ou Mhm. de la Russie. Et donc, on sent que l'Inde ne veut pas non plus totalement abandonner cette vision plutôt à son avantage que l'Occident continue de nourrir. D'ailleurs, je me Mhm. permets un petit aparté sur ce point. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette rencontre et la manière avec laquelle elle a été commentée, c'est qu'on avait le sentiment, chez certains observateurs dans le monde occidental, et peut-être en particulier aux États-Unis, mais pas que, c'était très présent aussi en Europe et sans doute également au Canada. On a senti presque une surprise de voir l'Inde et la Chine ainsi s'entendre, comme s'il était inconcevable pour nous Mhm. occidentaux que ce régime démocratique qu'est l'Inde puisse faire ami-ami avec ce régime autoritaire qu'est la Chine. Mhm. Et donc, on a une lecture qui est un petit peu manichéenne, un petit peu biaisée. Hein. Ouais. Et évidemment, cela nous ramène à cette capacité de l'Inde à mettre en marche ce multi-alignement qui est de fait une réalité et qui, je tiens quand même à le signaler à titre personnel, est particulièrement habile de la part Ouais. de New Delhi. Tout à fait. Jean-François? Oui, ben, vous parlez de désoccidentalisation du monde, d'une vision convergente du monde des relations internationales entre la Chine et l'Inde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel niveau cette vision convergente-là? Est-ce que c'est au niveau des valeurs communes que l'Inde et la Chine pourraient avoir? Est-ce que c'est simplement sur le plan très utilitariste, une vision, un partenariat commercial? Ou est-ce que ça ne se situe pas au niveau de normes internationales communes
que les deux pays aimeraient voir être appliquées là, dans le monde des relations internationales. Donc, cette vision commune-là, ça se situe à quel niveau exactement, selon vous? Merci Jean-François. Moi, j'estime que ça se situe en fait aux trois niveaux que vous avez mentionnés. D'abord, en ce qui concerne ce niveau utilitariste avec effectivement les enjeux commerciaux, on va commencer par la partie la plus simple et la plus terre-à-terre, je dirais. L'Inde a compris que la Chine est un partenaire économique et commercial indispensable à sa propre croissance. Et donc, on retrouve effectivement du côté indien une volonté qui est d'ailleurs partagée par de très nombreux autres pays, je pense en particulier aux pays asiatiques, pas nécessairement proches, ni idéologiquement, ni même historiquement de la Chine, de ne pas être en marge de la dynamique de croissance qui est générée par la Chine. Moi, je mentionne souvent, notamment à mes étudiants, l'exemple d'un pays comme le Vietnam, qui est un pays qui nourrit sa rivalité profonde, voire son hostilité vis-à-vis de Pékin, mais dont on voit dans le même temps les partenariats économiques et commerciaux se renforcer considérablement. On peut faire mention aussi d'un pays qui est une démocratie en Asie, il y en a malheureusement peu, c'est le Japon, qui, malgré cette rivalité qui est quand même assez ancrée aujourd'hui dans les deux sociétés, va rejoindre par exemple le Regional Comprehensive Economic Partnership, dans lequel on retrouve la plupart des pays de la région, et qui va entretenir un dialogue très soutenu avec les ministères chinois du commerce, des finances et de l'économie. Et donc on voit quand même une volonté de ne pas être complètement opposé à la Chine, sans quoi on risque d'en payer le prix. Et puis le dernier exemple, peut-être sur ce point, le plus éloquent, me semble-t-il, c'est celui de Taïwan, dont on sait bien sûr le degré de rivalité avec Pékin, mais qui malgré tout garde une relation économique et commerciale très étroite. Et donc, on sent côté indien peut-être cet opportunisme qui consiste à dire, bon, on a besoin de la Chine et donc nous devons nourrir un partenariat qui pourrait avoir des effets bénéfiques pour notre propre croissance, sachant que, comme je l'indique dans ce texte, les deux pays sont confrontés à des défis de ce point de vue. Donc, il y a aussi des besoins, et en l'occurrence, un besoin manifeste de se rapprocher. Alors, si on prend un autre niveau d'analyse, on voit que côté indien, le modèle de développement chinois a quand même suscité une forme d'admiration, une admiration qu'on peut estimer tout à fait légitime compte tenu des résultats de la croissance exceptionnelle de la Chine au cours des dernières décennies. Et on sait que l'Inde se prend à rêver désormais de devenir à son tour une grande puissance économique mondiale. Et je dirais que pour parvenir à ce dessein, il y a deux voies possibles. La première, c'est de s'adapter à un modèle occidental que l'Inde va considérer aujourd'hui comme moins dynamique, comme moins performant. Et je crois que les Indiens, malheureusement, ont raison sur ce point. Et puis, un modèle qui, lui, est en train de faire ses preuves et a permis à ce pays de se développer à très grande vitesse, c'est celui de la Chine. Et donc, l'idée du développement indien, c'est quand même de regarder davantage vers Pékin que vers les pays occidentaux pour savoir quel type d'attitude adopter pour, à son tour, entrer dans un développement qui va se pérenniser. Donc, il y a, vous voyez, derrière quelque chose de très conjoncturel, quelque chose un petit peu plus profond. C'est-à-dire que l'Inde sait très bien que la Chine doit être aussi une sorte de modèle de développement. Et puis le troisième niveau, qui est peut-être le plus préoccupant pour nous occidentaux, c'est qu'effectivement, ces deux pays partagent des vues convergentes sur la place de l'Occident à la fois dans l'économie internationale, mais aussi dans la mise en place de normes internationales, fussent-elles économiques et commerciales, mais également en matière de diplomatie, voire de sécurité. Et on voit bien que l'Inde, aujourd'hui, j'ai envie de dire, s'affirme sur la scène internationale en prenant ses distances avec un système mondial créé par l'Occident qui ne lui est pas tout à fait favorable. Je vous donne un exemple qui me semble peut-être le plus évident. L'Inde demande depuis maintenant 3 décennies à devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais. Et on voit bien côté indien qu'une telle demande ne sera pas entendue. En tout cas, à court terme. Et les demandes sont répétées, elles sont de plus en plus
alimenté par la puissance qui est celle de l'Inde, qui est aujourd'hui, je le rappelle aussi, le pays le plus peuplé au monde. Mais malgré tout, on a compris côté indien que la croyance selon laquelle l'Occident aurait pu favoriser cette entrée de l'Inde au Conseil de sécurité comme membre permanent ne se concrétisera pas. Et donc, il y a une véritable forme de déception, je dirais, côté indien, qui consiste à dire nous avons tout simplement un système qui n'est plus capable de se réformer. C'est une petite musique qu'on entend d'ailleurs dans, malheureusement, de très nombreux autres pays qui appartiennent à ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et l'Inde, donc, se dit, puisqu'on ne peut pas réformer ce système, mieux vaut peut-être le changer, tout simplement. Et le changer veut dire s'affirmer d'une autre manière. Et on retrouve effectivement sur ce point des convergences avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Je Est-ce reprends. juste pour poursuivre sur le Conseil de sécurité, est-ce qu'un des obstacles, ce n'est pas la Chine, justement? Est-ce que la Chine est vraiment favorable à l'entrée de l'Inde au Conseil de sécurité? Et pour quelles raisons Elle ne le elle serait s'y pas. oppose? Voilà. Alors, la Chine, a priori, alors les choses vont peut-être évoluer, mais n'est Ouais. évidemment pas favorable à l'entrée de l'Inde au Conseil de sécurité. Et c'est d'ailleurs tout le problème de cette convergence entre New Ouais. Delhi et Pékin. Et c'est pour cette raison que le terme de rapprochement me semble quelque peu excessif. Ouais. En tout cas, sur ces aspects qu'on qualifiera de diplomatiques. Effectivement, l'Inde va jouer sa propre carte, celle de son affirmation de puissance, celle de son indépendance, mais que va-t-elle y gagner véritablement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir l'Inde basculer d'un monde occidentalisé dans lequel elle est un petit peu en marge à un monde très sinisé, ou en tout cas dans lequel la Chine joue le premier rôle et dans lequel elle serait cantonnée à un rôle secondaire? Et je crois pour ma part que c'est un petit peu ce qui risque d'attendre l'Inde dans les prochaines années. Donc il faut bien comprendre que derrière ces convergences à différents niveaux que l'on observe, qui effectivement nous permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce que ces dirigeants se rencontrent en grande pompe et pourquoi est-ce qu'on sent que nos croyances occidentales sont un petit peu réduites à néant aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas laisser de côté la rivalité, je dirais, assez profonde entre l'Inde et la Chine, qui seront peut-être dans les prochaines décennies des puissances rivales économiquement, mais sont déjà aujourd'hui de facto des puissances rivales sur le rôle qu'elles entendent jouer dans le concert des nations. Et je donnerai simplement un petit exemple qui illustre cela, parce qu'on parle de rapprochement progressif depuis maintenant déjà quelques années, ou en tout cas de convergence de plus en plus cristallisée depuis quelques années. Mais il faut se souvenir que quand le fameux Regional Comprehensive Economic Partnership est mis sur pied, c'était fin 2021, il s'appuie sur ce que l'on appelait au départ le dialogue ASEAN plus 6. Ouais. Qui regroupait, outre les 10 pays de l'ASEAN, 3 pays d'Asie du Nord-Est, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc tous ces pays ont rejoint cette nouvelle structure. Et puis il y avait l'Inde. Et l'Inde, à la fin des négociations, refuse de rejoindre cet accord qui a vocation à devenir un accord de libre-échange. Et la raison pour laquelle l'Inde ne veut pas y souscrire, et que New Delhi estime que Pékin y occupe une place trop centrale, trop importante. Et donc, on voit bien quand même que l'Inde se méfie considérablement de la Chine. Jean-François? Oui, vous avez mentionné que le modèle de développement économique de la Chine faisait un petit peu rêver du côté indien. Je pense que si on doit qualifier le modèle de développement économique chinois dans la littérature, l'expression capitalisme autoritaire est utilisée non seulement pour définir le modèle économique de la Chine, mais aussi de la Russie, de la Hongrie de Viktor Orban. Donc, comment est-ce que vous qualifieriez le modèle économique de l'Inde? Est-ce qu'on serait plus dans une dynamique davantage tournée vers le capitalisme démocratique, comme ça peut être le cas aux États-Unis, ou davantage tournée vers le modèle chinois du capitalisme autoritaire, ou est-ce que le modèle indien ne serait pas entre les deux? Il me semble en fait que ces dernières années, la dynamique de croissance indienne, qui est une réalité, certes inférieure en volume à celle de la Chine, mais qui est quand même une réalité plus que consommée, nous a montré des signes à la fois d'alignement, si je peux dire ainsi, sur un modèle occidental,
avec une volonté effectivement d'entrer dans ce commerce international tel qu'il est façonné par l'Occident et les États-Unis en particulier. Et puis de l'autre, un dirigisme peut-être grandissant ou qui va aller crescendo dès lors qu'on fait ce constat côté indien. Et l'Inde n'est effectivement pas le seul pays aujourd'hui dans ce Sud global à faire ce constat. On fait le constat que les Occidentaux eux-mêmes ne respectent plus les règles qu'ils se sont évertués à mettre en Ouais. place. Et en particulier les règles de ce De commerce l'OMC. libéral. Ouais. Et donc, on voit sur ce point très clairement que côté indien, on se dit bah, à quoi bon jouer le jeu des puissances occidentales si ces dernières nous imposent ensuite des barrières douanières. Donc, on ne sera jamais traité de manière équitable. Et donc, il me semble que l'Inde est en train de basculer dans son modèle de développement économique en laissant de côté la croyance selon laquelle on peut effectivement devenir un partenaire à la fois fiable et respecté des pays occidentaux. Et donc, cette désoccidentalisation, elle se retrouve aussi dans ce basculement. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, au-delà, bien évidemment, de réflexions qui sans doute, ont occupé les débats côté indien depuis déjà des années, hein, économie socialiste au départ, qui veut ensuite se tourner vers une forme de nationalisme que le BJP de Narendra Modi incarne aujourd'hui, voire un ethnocentrisme, hein, avec évidemment comment dire, des dérives qui ne plaisent pas beaucoup, à juste titre d'ailleurs côté occidental. On voit que derrière tout cela, il y a aussi un modèle de développement dont on a compris qu'il va peut-être être plus difficile qu'espéré à se mettre en place, puisque les Indiens se disent finalement, si on suit les pays occidentaux, on va devenir une usine de l'Occident en remplacement de la Chine, une usine docile qui acceptera également les caprices des dirigeants occidentaux, Monsieur Trump aujourd'hui et sans doute d'autres demain. Et donc là, on se dit, bah, tiens, il y a peut-être finalement nécessité de renverser la table et de penser ce modèle de développement différemment. Alors, est-ce que ça veut dire plus, davantage, comment dire, d'implication de l'État dans l'économie? Pas nécessairement. Moi, je pense que c'est davantage une mise en avant d'un libéralisme qui va essayer de s'émanciper de l'Occident pour donc entrer en compétition avec lui et donc se tourner vers les pays dits du Sud global que et Pékin et New Delhi revendiquent aujourd'hui. OK. Est-ce que dans cette optique, l'Inde peut devenir le leader du Sud global? Parce que ce rapprochement avec la Chine peut poser problème pour certains pays du Sud global qui se diraient on ne veut pas échanger la domination américaine pour la domination chinoise. Et en même temps, l'Inde est aussi tournée vers l'Occident à travers le Quad. Et donc, peut-elle jouer sur l'autre tableau qui est celui de dire nous sommes les représentants du Sud global. Je crois même que Modi a organisé des sommets intitulés Le Sud global est notre avenir ou quelque chose comme ça, avec pas mal de chefs d'État. Est-ce que c'est une illusion, ça, ou bien c'est la marque, justement, soit du multi-alignement, soit de ce que tu viens de dire sur cette idée de s'autonomiser par rapport à l'économie occidentale? Alors, c'est évidemment la marque du multi-alignement indien dans la pratique, hein, ça c'est une évidence. Maintenant, ce qui est très intéressant dans la question que tu me poses, c'est qu'en fait, on voit ici une possible compétition de leadership futur Oui, entre l'Inde et la Chine. Parce que revendiquer ce Sud global, on pourrait même inclure la Russie hein, à certains égards, mais je dirais que la Russie a peut-être un poids qui est très inférieur à celui de l'Inde et de la Chine, et peut-être aussi une crédibilité qui, malgré tout, a quand même été affectée par l'offensive en Ukraine, même oui, si la plupart des pays du Sud global n'ont pas sanctionné, n'ont pas choisi de sanctionner la Russie. Mais malgré tout, ça a provoqué quand même un émoi qui est tout à fait légitime. Et donc, on voit qu'effectivement, l'Inde, encore une fois, de manière assez habile, hein, il faut quand même reconnaître aux dirigeants indiens actuels cette très grande habileté, on a compris qu'on ne peut pas jouer le jeu qui est celui peut-être que certains dirigeants occidentaux attendent de l'Inde, à savoir être une forme de ligne de front d'une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom,
à la fois sur les questions économico-commerciales et sur les questions stratégiques et diplomatiques. Donc, refuser voilà, d'être un petit peu se faire valoir de l'Occident, refuser d'être ce qu'est malgré lui le Japon. Hein, Oui. qui, lui, est devenu un petit peu un faire-valoir des États-Unis dans la région. D'ailleurs, l'Inde n'est pas le seul pays dans cette posture aujourd'hui. Hein. On voit bien que les pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, gardent une relation très étroite avec les pays occidentaux, essayent de nourrir une amitié avec les États-Unis, mais il est hors de question que cette amitié se fasse au détriment de la relation avec la Chine. L'Inde va finalement dire un petit peu la même chose. Hein. On retrouve aussi ce son de cloche du côté d'un pays comme la Corée du Sud, qui se réjouit bien sûr du partenariat avec les États-Unis, qui va essayer d'apaiser les tensions, notamment commerciales avec Donald Trump, mais qui ne veut pas non plus que cela se traduise par une identification très claire dans un camp face à un autre, en l'occurrence l'Occident face à la Chine. Et donc on voit ce pragmatisme très prononcé que New Delhi va également mettre en place en disant nous voulons jouer effectivement cette carte du multi-alignement, surtout pour nous émanciper. Mais évidemment, à partir du moment où on met en avant ce Sud global, on en revendique, sinon la paternité, au moins les grandes orientations. Ouais. Et on sait que ces deux pays qui sont membres des BRICS, euh, en plus d'être membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais là on est sur Ouais. quelque chose de plus régionalisé. Mais en tout cas, ces deux pays qui sont membres des BRICS aspirent à en être la locomotive. Alors pour l'heure, si on regarde les chiffres économiques, c'est la Chine Oui. qui est Qui largement, domine. largement en Ouais. position de force par rapport à l'Inde. Mais on voit que l'Inde, au travers de sa fameuse Look East Policy, sa politique en direction de l'Est et donc des pays d'Asie du Sud-Est, sa politique en direction des autres BRICS, sa politique en direction aussi de l'Afrique et du Moyen-Orient, va essayer de préparer eh bien, sa montée en puissance progressive dans les prochaines décennies. Et cela se fera forcément à un moment ou à un autre, sinon en opposition, au moins en compétition avec les intérêts chinois. Et donc, voilà, derrière, encore une fois, ce rapprochement proclamé avec force dans de nombreux médias, on voit quand même que les deux pays sont de potentiels compétiteurs et des compétiteurs à très grande échelle autour précisément de cette capacité à incarner ce Sud global. Alors, il nous reste très peu de temps. Peut-être une dernière question, Jean-François, si tu as... Euh, écoute, lorsqu'on parle de vision convergente du monde des relations internationales entre la Chine et l'Inde, la désoccidentalisation du monde, il y a beaucoup de rhétorique, mais il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes là, qui peuvent réellement amener un moment de rupture et qui serait irréversible. Euh, donc, est-ce qu'on peut s'attendre dans un avenir rapproché que tout ça va se coaguler dans des actions qui vont être réellement concrètes ou est-ce qu'on n'est pas plutôt condamné encore à assister pour les prochaines années à un simple spectacle de rhétorique entre des pays comme la Chine et l'Inde à l'égard de l'Occident Mhm. Et de la Russie, aussi? effectivement, dont on peut tout à fait imaginer que la Russie opère à nouveau ce basculement avec un retour qui semble aujourd'hui plus qu'hypothétique, mais qui n'est pas à exclure malgré tout en direction de l'Occident, une fois que les affaires se seront apaisées, en particulier sur le front ukrainien. Alors oui, effectivement, la question, c'est peut-être pour nous occidentaux de se dire quelle doit être notre attitude. Est-ce que nous devons croiser les bras, observer voilà, cette bonne entente affichée entre ces deux grands pays et attendre des faits concrets qui peuvent être des communiqués commerciaux, voire pourquoi pas un partenariat stratégique. Là, ce serait évidemment entrer dans une autre phase, à savoir un rapprochement en tant que tel, quelque chose de concrétisé. Donc ça, c'est la première attitude. C'est en gros, on se dit, pour l'instant, il y a que des sourires, des poignées de main, quelques convergences sur des choses qui restent quand même relativement larges, mais rien de véritablement concret. Et donc, on attend le jour où ça va arriver. Et puis, le jour où ça arrive, on va se prendre ça un petit peu comme une claque, nous occidentaux. Et donc, est-ce que notre attitude ne doit pas plutôt consister à essayer dès aujourd'hui de comprendre quels sont les reproches que ces deux pays peuvent adresser à l'Occident. Certains doivent
évidemment être entendu comme une simple volonté d'essayer de remplacer comment dire, le leadership occidental et le système tel qu'il a été proposé par les Occidentaux. C'est aussi peut-être nécessité pour nous de comprendre pourquoi on en arrive à une situation comme celle-ci, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le système occidental est remis en question à la fois par des régimes autoritaires comme la Chine, mais également par des démocraties comme l'Inde. Et donc, vous voyez, il me semble que plutôt que d'être dans l'attente de faits concrets qui risquent d'être malheureusement de mauvaises nouvelles pour les pays occidentaux, peut-être est-il nécessaire à ce niveau de réfléchir et je finirai peut-être sur ce point, prendre l'Inde davantage au sérieux. Moi, ce que je constate, c'est que les Occidentaux se sont un petit peu reposés sur le fait que l'Inde est une démocratie et donc forcément, elle est de notre côté et elle est docile. Et puis la Chine, bon, on a finalement un petit peu capitulé parce qu'on voit qu'elle n'entend pas les demandes occidentales. Mais est-ce qu'il n'est pas indispensable dès aujourd'hui de se dire l'Inde a aussi sa propre puissance, elle a ses propres capacités, elle a sa propre indépendance, et donc il est peut-être important de prendre ce pays davantage pour ce qu'il est, c'est-à-dire une grande puissance. Écoute, merci Barthélemy. Merci Alors, beaucoup. je vais laisser le soin à Jean-François de clôturer cette émission. Oui, merci. C'est une discussion très intéressante. Ouais. J'espère que, chers auditeurs, que vous en avez pensé également la même chose. Écoutez, sur ce, on se dit au revoir et ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour discuter à nouveau de l'actualité internationale en ma compagnie, avec Jocelyn, et peut-être avec un autre invité de la semaine. Alors sur ce, au revoir et à la semaine prochaine.